Cette vidéo est sponsorisée par Filmoradis. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler montage vidéo. Comme beaucoup de monde, tu t'intéresses à la vidéo, n'est-ce pas? Et au fond de toi, t'aimerais faire partie des plus grands, Spielberg, Cameron, Cassar. Sauf que le montage vidéo t'intimide avec ces logiciels tous plus compliqués les uns que les autres, pas vrai? Et ben j'ai la solution pour toi, un logiciel simple et accessible, idéal pour les débutants. Son nom, Filmoradis. Et là tu vas me dire, ouais mais ce genre de logiciel c'est nul, c'est tellement basique qu'on peut rien faire avec. Et bah détrompe-toi mon con. Filmoradis prend en charge le montage multipiste, les textes, une tonne de transitions et d'effets divers, des filtres pour donner un look cinéma à tes vidéos, et le logiciel peut même gérer les fonds verts. Donc laisse-moi te dire que tu vas en avoir des possibilités. Et on a aussi des fonctionnalités plus techniques, comme le clonage par exemple. Pour faire ça, rien de plus simple, utilise simplement la fonction masque de Filmoradis. On t'a déjà dit que t'avais un air de Guillaume Cassar avec des cheveux? Une autre fonctionnalité qui mérite le coup d'œil, c'est la détection de rythme. En gros, c'est une fonction qui va automatiquement créer des marqueurs sur les temps forts de ta piste audio pour que tu puisses faire un montage vidéo en accord avec le rythme d'une musique par exemple. Bah dis donc, on peut en faire des choses pour un logiciel basique. Bref, que tu sois débutant ou confirmé, Filmoradis, c'est le logiciel de montage qu'il te faut. La légende raconte que James Cameron lui-même prévoit de monter Avatar 28 sur Filmoradis, parce que c'est un winner. Clique sur le lien dans la description pour plus d'informations. De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassar, et aujourd'hui on va parler d'un film qui aurait pu être bien, mais en fait, non. C'est parti pour Suicide Squad. La Suicide Squad, ou l'Escadron Suicide, est une équipe apparue pour la première fois en 1959 dans la série The Brave and the Bold, éditée par DC Comics. Chris! Quoi? Ça va? Je te dérange pas trop? Bah disons que j'étais en plein milieu d'une phrase, donc oui, niveau dérangement, on est plutôt pas mal là. Ok, ma faute. Juste, tu peux te présenter? Parce que démarrer comme ça, de but en blanc, sans bonjour ni merde, c'est... perturbant. Ah carrément! Carrément. Bon bah je m'appelle Chris, et sur ma chaîne Comics Rise, je parle de comics. Voilà, t'es content là? C'est mieux. Je peux bosser maintenant? Je t'en prie. La Suicide Squad donc est apparue pour la première fois en 1959 dans les pages de la série The Brave and the Bold. Mais c'est dans les années 1980, et sous la plume de John Ostrander, que la série prend véritablement son envol. Dans cette nouvelle version, baptisée Task Force X, l'équipe est composée de super vilains forcés à collaborer avec le gouvernement pour effectuer toutes sortes de missions suicides, et ce, en échange de faveurs diverses. Des faveurs du genre réduction de peine de prison, liberté conditionnelle, ou encore la faveur qui consiste à ne pas activer l'explosif préalablement placé au sein du super vilain en question. Si la Suicide Squad a connu diverses formes au fil des ans, certains personnages sont plus récurrents que d'autres. Notons par exemple le tireur d'élite Deadshot, Captain Boomerang, ou encore Harley Quinn, la complice et petite amie du Joker. Ah parce que ça dragouille chez les super vilains entre deux tentatives de destruction du monde? Attends, tu veux vraiment qu'on parle de la vie sexuelle du Joker? Sans façon. Bref, du coup, comme c'est compliqué de compter pleinement sur des personnages dont la nature est avant tout criminelle, il faut bien quelqu'un pour les surveiller. Et cette tâche ingrate échoue à Rick Flag, qui répond lui-même aux ordres d'Amanda Waller, la créatrice ambitieuse et sans pitié de cette équipe d'anti-héros. Depuis sa renaissance dans les années 80, la Suicide Squad a fait l'objet de nombreuses publications. Et même si sa popularité n'a jamais atteint les mêmes sommets que celle de super-héros mythiques tels que Batman ou Superman, ses personnages charismatiques et son concept subversif lui auront fait gagner une certaine aura culte pour les adeptes de comics. Voilà. Merci. C'est en février 2009 que la Warner annonce la mise en chantier d'un film Suicide Squad. Le film est alors confié au producteur Dan Lin, tout juste auréolé du succès de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, qui décide d'embaucher le scénariste Justin Marks pour en rédiger le script. Justin Marks à qui l'on donne notamment le scénario de Street Fighter, la légende de Chun-Li. J'ai pas vu, mais là comme ça sent pas le chef-d'œuvre. Toujours est-il que Marks se met au travail et accouche d'un script dont la dernière version est datée du premier trimestre 2011. Et puis la Warner décide de mettre le projet en pause. C'était la période où le studio tâtonnait plus que jamais avec son catalogue d'ici, et il fut donc décidé de mettre Suicide Squad de côté histoire de laisser la priorité à des personnages plus emblématiques. Et puis, en 2014, le projet est relancé dans le cadre de l'univers étendu d'ici. Je place rapidement le contexte pour ceux qui débarquent. En gros, Man of Steel a bien marché, du coup Warner Bros veut faire comme Marvel Studios, histoire d'avoir son distributeur à pognon. Son univers étendu rempli de super-héros, pardon. En 2014, la machine bat donc son plein. Le tournage de Batman vs Superman démarre sous la houlette de Zack Snyder, Justice League est en pleine écriture, et le reste de la saga prend forme petit à petit. Une question se pose alors. Après Man of Steel et Batman vs Superman, quelle serait donc la troisième pierre posée à l'édifice de cet univers étendu? Et la Warner jeta son dévolu sur Suicide Squad. Un choix assez surprenant à première vue. Bah ouais, parmi tout le catalogue d'ici, on peut pas franchement dire que Suicide Squad était la marque la plus populaire auprès du grand public, c'était donc assez inattendu de la part de la Warner de miser là-dessus. Mais d'un autre côté, en y réfléchissant bien, à l'été 2014, Marvel avait connu un nouveau succès majeur que personne n'avait vu venir avec les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, un film basé sur une bande d'anti-héros forcés à collaborer les uns avec les autres. Ça vous rappelle rien?
Bref, en réalité, Suicide Squad tombait à pic. Il s'agirait de la réponse de DC aux Gardiens de la Galaxie. Et en même temps, ça n'en serait pas une copie conforme. Les Gardiens étant une production Marvel, le ton était plutôt léger et familial. Ce ne serait pas le cas de Suicide Squad. Suicide Squad serait le pendant sombre et torturé des Gardiens de la Galaxie, la version pour adultes. Le projet était donc idéal car elle permettrait d'enfoncer le clou et de montrer au monde que chez DC, on n'était pas là pour rigoler. Ah ça non, on veut du sang et des larmes. Donc mine de rien, avec tous ces éléments mis bout à bout, on se rend vite compte que ce choix n'était pas anodin. Ça restait un léger coup de poker, certes, car le fait de mettre en avant des super vilains était plutôt inédit dans le paysage cinématographique super-héroïque, mais c'était un risque contrôlé car Marvel avait déjà défriché le terrain avec succès. C'est en tout cas probablement ce que la Warner avait en tête lorsqu'elle décida de miser sur ce projet plutôt que sur un personnage plus populaire comme Flash par exemple. Ou peut-être que ça s'est joué à Ploum Ploum. Mais ça on le saura jamais vraiment. Toujours est-il que la Warner décida de repartir de zéro et donc de jeter le script de Justin Marks à la poubelle. Ne restait plus qu'à trouver un nouveau scénariste et un réalisateur, et vite, parce que la date de sortie est déjà calée. D'ailleurs, si le scénariste et le réalisateur pouvaient être une seule et même personne, ça faciliterait le processus. Et cette personne, ce fut David Ayer. David Ayer, à la base, c'est un scénariste de films d'action prolifique dont la carrière a démarré au début des années 2000 avec la rédaction coup sur coup de U571, du premier Fast and Furious, ainsi que de Training Day, qui valut un Oscar à Denzel Washington. Et après quelques années passées à se contenter de rédiger des scénarios, Ayer finit par passer derrière la caméra en 2005 avec Bad Times, sur lequel il a dirigé Christian Bale. Par la suite, il enchaînera les films d'action avec plus ou moins de succès, jusqu'à ce mois d'août 2014, où il se retrouve au studio Warner dans le bureau de Greg Silverman, le président en charge du développement créatif et de la production mondiale. Quelqu'un de relativement important. À ce moment-là, David Ayer vient de signer le film de guerre Fury avec Brad Pitt pour un budget de 68 millions de dollars, soit son projet le plus ambitieux à ce jour. Et il se verrait bien passer au niveau supérieur. Et pour lui, le niveau supérieur, c'est le blockbuster estival. Et dans l'idéal, le film de super-héros. Le sujet d'ici finit donc bien évidemment par être mis sur la table, et lorsque Suicide Squad est évoqué, le réalisateur fait immédiatement part de son attrait pour ce projet, étant plus qu'emballé par l'aspect moralement douteux des personnages. Et Greg Silverman étant un grand fan de Training Day, il a l'intuition qu'Ayer, bien plus habitué aux anti-héros qu'aux super-héros, serait le réalisateur parfait pour donner vie à cette escouade de criminels. C'est ainsi que David Ayer signa sur le champ pour écrire et réaliser le film. Un choix intéressant donc, dans le sens où le réalisateur est plutôt habitué au budget modeste. De plus, son style réaliste et viscéral paraît bien éloigné du style plus lisse généralement réservé aux adaptations de comics. Ce qui confirme est donc que la Warner semblait partante pour un film qui sortirait du moule. Et là, on lui annonce qu'il faut qu'il se mette au travail. Comme je le disais, la date de sortie du film est déjà fixée au 5 août 2016 et il est tout simplement hors de question de la repousser. Ayer n'a donc que 6 semaines pour écrire le film, tout en procédant au casting, le but étant d'entrer en tournage en avril 2015. Attention, top! 6 semaines pour écrire un scénario, c'est pas beaucoup. Surtout si on prend en compte le fait que le film ne se suffit pas à lui-même. Il prend place dans un univers cinématographique déjà mis en place. Il y a donc des règles à respecter pour faire en sorte que ce dernier s'y intègre de façon cohérente. Mais loin de se débiner, Ayer accepte le challenge et annonce avec enthousiasme un film qu'il envisage comme une version comic book des 12 salopards, où strictement aucun personnage ne pourrait être considéré comme moralement bon. Le réalisateur fait donc de son mieux pour écrire une histoire qui tienne la route et qui s'implémente de façon naturelle dans l'univers d'ici. Son Suicide Squad serait donc lié au futur Justice League, alors en pleine rédaction par le scénariste Chris Terrio. Tout comme Batman vs Superman, ce film sera donc conçu comme une nouvelle étape vers cette réunion cinématographique attendue. Ainsi, les super vilains que la Suicide Squad allait devoir affronter ne seraient autres que Steppenwolf et les Paradémons, des guerriers extraterrestres venant de la planète Apocalypse, d'où est également issu Darkseid, le méchant ultime de DC, qui sera au premier plan du film Justice League. Concernant l'équipe, elle sera constituée de Deadshot, Harley Quinn, l'Enchantress, Captain Boomerang, Katana, Slipknot, El Diablo et King Shark. Sauf que King Shark nécessitant de nombreux effets spéciaux numériques, il est finalement remplacé par Killer Croc, l'homme crocodile, à qui il sera plus simple de donner vie grâce à des effets de maquillage. L'escadron sera bien évidemment supervisé par son leader Rick Flag et par Amanda Waller. L'histoire va donc l'Enchantress tomber sous le contrôle d'une boîte mère, un des fameux MacGuffin convoités par Steppenwolf, qui la pousse à concevoir un boom tube. Ouah, rien compris. Un boom tube, c'est un portail qui permettra à Steppenwolf de débarquer sur Terre. Bref, des boîtes mères, des paradémons, Steppenwolf, tous ces éléments démontraient bien que Suicide Squad avait pour ambition de venir enrichir l'univers d'ici en mettant en place de nombreux fils narratifs directement liés au futur Justice League. Mais le problème, c'est que le script de Justice League lui-même subit quelques chamboulements qui vont avoir d'énormes répercussions sur le scénario de Suicide Squad. Ayer doit donc procéder à des réécritures, sauf qu'il ne peut pas faire de changement radical, il n'a tout simplement pas le temps. Tout ce qu'il peut faire, c'est réadapter son script en tenant compte des contraintes suivantes, ne mentionner ni les boîtes mères, ni les paradémons, ni Steppenwolf. Ah parfait ça. C'est pas comme si tout le film était basé là-dessus, hein. Du côté du casting, dès l'annonce du projet, la Warner avait fait part de son souhait de continuer sur la lancée de Man of Steel et Batman vs Superman en castant des acteurs de premier plan. Et les studios avaient des noms bien précis en tête. Margot Robbie pour le rôle de Harley Quinn, Tom Hardy en Rick Flag, Will Smith dans la peau de Deadshot et Ryan Gosling pour incarner le rôle emblématique du Joker. Si Robbie signa rapidement sans même lire le script, du côté de Ryan Gosling, ça coinçait. Et ce dernier décida finalement de refuser le rôle, pas vraiment enthousiaste à l'idée de signer un contrat l'engageant sur plusieurs films et donc plusieurs années de sa vie. Les studios se tournèrent alors vers Jared Leto,
qui signa pour incarner la mythique Némésis de Batman. Concernant Will Smith par contre, il lui fallut faire un choix. D'un côté on lui proposait Suicide Squad, mais de l'autre on lui proposait aussi Independence Day 2, soit la suite de son plus gros carton au box-office. C'est ce qu'on appelle un dilemme. Mais Smith opta finalement pour Suicide Squad, préférant explorer de nouveaux horizons plutôt que de se tourner vers le passé. Enfin, en décembre, il fut annoncé que Tom Hardy avait également signé, ce qui marquerait son retour dans l'univers DC Comics après avoir incarné Bane 2 ans plus tôt dans la trilogie Batman de Christopher Nolan. Aux côtés de ses 4 acteurs, Jai Courtney incarnerait Captain Boomerang, Cara Delevingne l'Enchantresse, et concernant le rôle d'Amanda Waller, après quelques rumeurs évoquant Oprah Winfrey, c'est finalement Viola Davis qui est choisie pour donner vie à la créatrice de l'Escadron Suicide. Enfin, si David Ayer avait très envie de retravailler avec Shia LaBeouf suite à leur collaboration sur Fury, la Warner mit immédiatement son veto et le rôle en question fut finalement confié à Scott Eastwood. Cerise sur le gâteau, Ben Affleck reprendrait son rôle de Batman. Bref, ça commençait à prendre forme tout ça, et dans les temps, ce qui est assez extraordinaire. Sauf qu'en janvier 2015, soit à 3 mois du début du tournage, une mauvaise nouvelle tombe. Tom Hardy ne pourra finalement pas travailler sur le film, l'acteur étant coincé sur le tournage de The Revenant qui enchaîne les retards. Pour le remplacer, Ayer pense immédiatement à Jake Gyllenhaal avec qui il avait travaillé sur le film End of Watch, mais l'acteur refuse. C'est finalement Joel Kinnaman, principalement connu pour ses rôles dans Robocop et les séries The Killing et House of Cards, qui est choisi pour incarner Rick Flag. Et le 13 avril 2015, le tournage démarre en temps et en heure. L'équipe pose donc ses caméras dans les rues de Toronto pour quelques semaines, et ça ne sera pas de tout repos. Ayer tenait en effet à pousser ses acteurs dans leur retranchement physique et psychologique. Pour le réalisateur, il était important que les acteurs s'immergent le plus possible dans la psychologie torturée de leurs personnages. Il voulait qu'ils ressentent pleinement leurs tourments et qu'ils explorent leur côté obscur, ce dans le but d'offrir la performance la plus réaliste possible. C'était ça qu'Ayer recherchait, le réalisme psychologique. Ces personnages devaient être crédibles et effrayants. Et pour ce faire, le réalisateur voulait explorer les failles de ses acteurs pour mieux pouvoir jouer avec. Ainsi, au début du tournage, il s'entretint avec chacun d'eux individuellement et leur posa des questions sur leurs plus grands secrets, leurs hontes et les choses dont ils étaient le moins fiers. Et une fois ces secrets en poche, Ayer se chargeait de les révéler au moment où ils s'y attendaient le moins. Le but, que les acteurs soient toujours aux aguets, créant chez eux un stress mental et physique constant. Sacré rigolard le David. Du côté de Jared Leto, l'acteur était tellement dans la peau de son personnage que ses collègues ont avoué n'avoir jamais interagi avec Jared le temps du tournage. Il n'y avait que le Joker. Pour gérer tout ça et s'assurer qu'il n'y aurait pas de conséquences néfastes sur le mental des acteurs, David Ayer s'assura néanmoins qu'un psychothérapeute soit présent sur le plateau, au cas où les choses aillent trop loin. L'ambiance pesante du tournage de Suicide Squad n'a cependant pas empêché l'équipe de développer un véritable esprit de camaraderie. Pour preuve, certains d'entre eux comme Jai Courtney, Karen Fukuhara et même David Ayer se sont carrément fait tatouer le mot Squad par Margot Robbie elle-même. Joel Kinnaman a quant à lui été tatoué par Will Smith, mais le regrette profondément, estimant que c'était une très mauvaise idée de laisser un acteur de 47 ans procéder à un tatouage sans ses lunettes de vue. Mais la plus grande victime collatérale de cette histoire n'est autre que Simon Chain, assistant de Jai Courtney, et premier à s'être porté volontaire pour recevoir le tatouage des mains de Margot Robbie. Le problème étant que Robbie a fait une petite faute d'inattention, tatouant le mot SWAD au lieu de Squad. Pas de bol, Simon. Concernant l'aspect purement technique du tournage, Ayer tenait à ce que le plus de choses possibles soient réalisées en direct devant la caméra. Décors naturels et effets pratiques furent donc de mise, même si on n'échapperait pas aux inévitables fonds verts pour les plans les plus complexes. Ces séquences seraient quant à elles mises en boîte au studio Pinewood de Toronto. L'équipe partit ensuite direction Chicago, la ville qui avait servi de décor à tous les films de l'univers étendu d'ici, et David Ayer annonça une fin de tournage le 28 août 2015, après 4 mois éreintants. La post-production pouvait donc démarrer. Pour composer la musique, Ayer fit ainsi appel au compositeur Steven Price, avec qui il avait apprécié collaborer sur Fury. Concernant le montage, par contre, le réalisateur allait travailler pour la première fois avec John Gilroy, un habitué des films d'action dont le CV comprenait notamment Pacific Rim et Jason Bourne l'héritage. Les mois passent et le film prend forme petit à petit, Ayer faisant le maximum pour délivrer ce que la bande-annonce diffusée au Comic-Con en juillet 2015 avait promis, à savoir un film sombre, pesant et sans concession. Et puis, en mars 2016, Batman vs Superman débarque et se prend les pieds dans le tapis. Face à l'échec critique doublé d'une déception commerciale que constitue ce qui devait être le fer de lance de l'univers d'ici au cinéma, la Warner panique et Suicide Squad va en subir les conséquences. En effet, l'un des plus gros reproches faits à Batman vs Superman, c'est son approche plutôt dark et déprimante du film de super-héros. Et le problème, c'est que David Ayer avait adopté la même approche sur son film. Chose qui paraît logique pour que tous les films d'ici partagent une certaine cohérence en termes de ton. Mais en l'occurrence, c'est justement ce ton qui semble poser problème. Extrêmement remonté vis-à-vis de l'accueil froid réservé à Batman vs Superman et des dommages causés à la licence DC, Kevin Tsujihara, le big boss du groupe Time Warner auquel appartient Warner Bros, se penche donc sur le cas Suicide Squad. Loin d'être enthousiaste vis-à-vis du résultat, son verdict est sans appel, le film devrait être plus fun. La Warner lâche donc une dizaine de millions de dollars pour une semaine de tournage additionnel, ce pour modifier le ton du film et le rendre plus fun, plus cool, plus grand public. Plus lisse et oubliable donc.
Le studio prend ainsi pour modèle la bande-annonce montée par la société Trailer Park qui fut diffusée en début d'année 2016. Rythmée par Bohemian Rhapsody de Queen et misant sur une approche infiniment plus légère que la précédente, cette dernière avait été fort bien reçue. Entre ça et le carton mondial de Deadpool, la comédie super-héroïque sortie à peine un mois plus tôt, le studio fut conforté dans sa décision de modifier le ton du film. Et concernant les réécritures, la Warner n'ayant pas franchement confiance en Ayer pour défigurer son propre travail, le studio fait donc appel au producteur Jeff Jones de chez DC, dont on parlera plus en détail dans ma future vidéo sur Justice League. Patience. Jones débarque et s'attelle donc aux modifications, retirant beaucoup de matière concernant la relation entre Harley Quinn et le Joker et ajoutant de nouvelles scènes et éléments, certains entrant en totale contradiction avec les idées de David Ayer. Par exemple, dans le script de David Ayer, le Joker était censé avoir perdu ses dents à cause de Batman, qui s'était défoulé sur lui suite au meurtre de Robin. Il aurait ensuite été envoyé à l'asile d'Arkham, où il aurait fait la connaissance de la future Harley Quinn. Sauf que dans les réécritures de Jeff Jones, Harley Quinn est finalement présentée comme étant notamment complice du meurtre de Robin. Ce qui vient foutre en l'air toute la chronologie. David Ayer a dû être ravi. Mais le réalisateur, conscient qu'on ne lui laisse pas vraiment le choix, accepte ces mesures, tente de garder la tête haute et repart en tournage en avril au sein des studios Paramount. Suite à ces quelques jours de tournage additionnels, deux versions du film seront montées. D'un côté, David Ayer travaille sur une version plus en accord avec sa vision, et de l'autre, la Warner confie les rushs à Trailer Park, la société qui avait monté la fameuse bande-annonce, pour monter l'ensemble du film dans cette veine. Ils ont fait monter le film par une société qui monte des bandes-annonces. Les deux versions du film font l'objet de projections test courant mai, et étant donné que la version montée par Trailer Park semble obtenir les retours les plus satisfaisants, c'est celle-ci qui sortira en salle. Parfait ça. Le 24 juin 2016, le film est prêt, avec une avance d'un mois et demi donc. Considérant sa production chaotique, c'est assez miraculeux en soi pour être signalé. Et donc, le 5 août 2016, le film sort enfin sur les écrans. Et si Suicide Squad était conçu à la base comme un film à petite échelle comparé au mastodonte Batman vs Superman, c'était désormais vers lui que tous les yeux étaient tournés. L'échec de Batman vs Superman hantait encore tous les esprits, et le studio ne pourrait pas se permettre un nouvel échec avec son univers étendu d'ici. Mais le film s'avère être un gros succès, engrangeant 325 millions de dollars sur son territoire pour un total de près de 747 millions au box-office mondial. Considérant son budget de 175 millions de dollars, le film s'était donc avéré plus rentable que Batman vs Superman, au budget pharaonique de 250 millions de dollars, mais dont le box-office mondial avait plafonné à 873 millions. Niveau critique par contre, ce fut la douche froide. Le film ne fut pas bien reçu, obtenant rien de moins que la pire moyenne critique de la saga. Et si David Ayer fit de son mieux pour être le plus complaisant possible, assurant à de nombreuses reprises que le film était bel et bien le sien et qu'il en était fier, la vérité était tout autre. Suicide Squad démarre alors qu'Amanda Waller constitue une équipe composée de criminels endurcis et de méta-humains dotés de pouvoirs et habilités diverses. La force spéciale X, de son nom officiel, est ainsi envoyée dans la ville de Midway City, où elle devra faire face à l'Enchantress et son frère, deux êtres mystiques issus d'une autre dimension. L'équipe parviendra-t-elle à collaborer et venir à bout de sa mission, ou vont-ils tous finir par s'entretuer avant d'y arriver? Suspense! Le projet Suicide Squad disposait d'un gros potentiel. C'est vrai, imaginez un film de super-héros entièrement centré sur les méchants. Autrement dit, un film de super-héros sans repère moral. Il y avait de quoi faire. Le concept en lui-même était juste extrêmement prometteur. S'il était confié aux bonnes personnes et si les étoiles s'alignaient correctement, il pourrait donner lieu à un film véritablement marquant. Imaginez un film de super-héros où les personnages principaux sont des meurtriers sans foi ni loi, et où nous, spectateurs, serions perdus, tiraillés entre notre moralité et notre empathie, ne pouvant cautionner leurs actions, mais nous attachant malgré tout à eux. Et si nous finissions par aimer ces personnages de psychopathes, ce en dépit de toutes les atrocités qu'ils avaient pu commettre. Et si Suicide Squad s'amusait à jouer sur notre perception du bien et du mal à travers une expérience véritablement subversive? Ce serait bien, hein? Bah non. Il y a énormément de problèmes dans ce film, le principal étant bien évidemment dû au changement de cap ayant eu lieu à seulement quelques mois de sa sortie. Résultat, on se retrouve face à un film qui n'assume tout simplement pas le concept sur lequel il repose. Pour commencer, il n'y a pas la moindre tension, car les personnages ne sont jamais intimidants. Et ça c'est quand même un sacré problème. Si on nous vend des super méchants et qu'on ne ressent même pas la menace qu'ils sont censés représenter, c'est que quelque chose ne va pas. En fait, ils sont soit trop héroïques, comme Deadshot par exemple, soit traités avec trop de légèreté, ne devenant rien de plus que des comic relief quand ils ne sont pas tout simplement inexistants, à l'image de Katana ou Killer Croc. Bref, si vous vous attendiez à une vraie bande de psychopathes, c'est loupé. Les personnages sont désespérément lisses. On en vient même à se demander si c'était bien nécessaire de faire venir un psychothérapeute sur le plateau. Après, si on les accepte en tant que tels, on peut dire que Deadshot est plutôt attachant, mais bon, le capital sympathie de Will Smith y est pour beaucoup. Pour moi, c'était d'ailleurs une erreur de caster Will Smith dans le rôle d'un bad guy. Je l'avais déjà dit dans ma chronique à l'époque, mais du coup, perso, je vois pas un bad guy, je vois Will Smith. Et peu importe ce que fait Will Smith, il aura toujours plus l'air d'un héros que d'un méchant. Bah ouais, c'est Will Smith. Quant à Harley Quinn, si Margot Robbie semble née pour incarner le personnage auquel elle apporte folie et force, mais aussi naïveté et vulnérabilité, son développement passe un peu à la trappe, la photo reshoot et au montage de Trailer Park. Et en ce qui concerne le Joker de Jared Leto, non seulement le personnage ne sert strictement à rien, mais en plus, la sauce ne prend pas. Entre son design extravagant et la performance de Leto qui semble totalement en roue libre, on a droit à un Joker caricatural à mort et qui n'est malheureusement jamais terrifiant. Un comble pour un personnage aussi iconique. Je conçois que passer après Heath Ledger c'était une sacrée pression et qu'il a fallu faire le nécessaire pour se démarquer, mais bon, vous aviez
pas plus subtil que des tatouages hahaha sur le corps et damage sur le front. Et pour le coup, ce sont des décisions qui ont été prises en amont, à un moment où Ayer avait encore du pouvoir sur son film. On ne peut donc pas blâmer la Warner là-dessus. La seule chose que le studio a fait concernant le Joker, c'est couper la plupart de ses scènes, ce dont s'est d'ailleurs plaint Jared Leto, très étonné de voir que les 3/4 de son travail avaient tout simplement disparu. En effet, dans le montage original de David Ayer, la relation entre Harley Quinn et le Joker devait être au cœur du film, le parcours du personnage d'Harley étant basé sur son émancipation vis-à-vis de la relation toxique qu'elle entretenait avec le Joker. La fin originale du film devait donc voir Harley faire face à un dilemme, à savoir suivre le Joker ou rester avec ses amis de l'escouade. Au final, le personnage choisissait de laisser tomber le Joker. Et s'il reste bien quelques traces de cette sous-intrigue au sein du film, on peut imaginer que l'essentiel est resté sur le banc de montage. Ça devait être un vrai merdier ce banc de montage d'ailleurs. Parce que ce film est un immense bordel, et ça se ressent dès les 15 premières minutes, qui nous présentent les personnages principaux à travers un enchaînement de séquences s'empilant les unes sur les autres, sans jamais donner une impression de cohésion. On passe d'un personnage à un autre, d'un lieu à un autre, d'un style à un autre, bref, d'une ambiance à une autre, et c'est bien ça le problème. Au lieu de chercher à nous plonger dans une ambiance bien définie et d'établir l'identité du film, ce qui est généralement censé faire une introduction, ici on se retrouve plongé dans diverses ambiances qui ont bien du mal à se répondre. Le plus insupportable étant l'utilisation abusive des chansons. Rien que sur les 5 premières minutes du film, on passe de House of the Rising Sun à You Don't Own Me, puis Sympathy for the Devil, et ça continue encore et encore. On dirait que le monteur a mis son Spotify en aléatoire, sans déconner. On sent vraiment l'influence des Gardiens de la Galaxie à ce niveau-là, sauf que dans les Gardiens, les chansons avaient une raison d'être et faisaient partie intégrante de la narration, ce qui n'est pas le cas ici. Le problème de cette intro en fait, c'est qu'elle ressemble à un enchaînement de bandes-annonces. Ce qui est pas franchement étonnant étant donné que, je le rappelle, le film lui-même a été monté par des monteurs de bandes-annonces. Et ces monteurs, ils sont habitués à travailler sur des petits formats justement. 2 minutes 30, 3 minutes, c'est ce dont ils ont besoin pour donner le ton. Sauf que là c'est une autre affaire, on parle d'un long métrage de 2 heures, et leur façon de bosser n'était tout simplement pas adaptée à un tel support. Sur un film, il faut prendre le temps et rester cohérent. Ici, ça veut aller très vite, et la seule cohérence générale, c'est une sorte de pseudo-coolitude hyper forcée. Notamment à travers les chansons du coup, mais aussi à l'aide de divers gimmicks de montage, chaque personnage étant présenté via un ralenti ou un arrêt sur image hyper stylisé, ponctué d'un texte nous présentant son palmarès et autres signes distinctifs. Et où est-ce qu'on retrouve ce genre de gimmick? Dans les bandes annonces. Bref, le film vient à peine de commencer qu'il a déjà mis en lumière ses principaux problèmes, son montage qui part dans tous les sens et son envie désespérée d'être cool. Sauf que c'est pas en balançant du Eminem que tu vas le rendre cool ton film. Concernant le reste, une fois les péripéties lancées, Suicide Squad ne propose rien de véritablement inoubliable, alternant entre des séquences dialoguées qui tentent d'ajouter un soupçon de profondeur psychologique à des personnages qui paraissent pourtant bien creux, et des scènes d'action consistant pour la plupart en des fusillades filmées sans grand génie contre des ennemis au design extrêmement moche. Tiens d'ailleurs, les ennemis, parlons-en, parce qu'il y a rien qui va là. Déjà, pour moi, narrativement, ce n'est pas un choix d'adversaire pertinent. Je trouve que la nature de la menace est beaucoup trop importante. Non mais c'est vrai, les membres de la Suicide Squad se battent soit avec des flingues, soit avec des battes de baseball quand c'est pas carrément des boomerangs. Me dites pas que vous trouvez ça crédible de les voir affronter une sorte de démon mystique surpuissant. Il aurait été selon moi bien plus intéressant de les voir affronter un ennemi un peu plus terre à terre. En tout cas pas une menace aussi énorme. David Ayer lui-même a d'ailleurs avoué que c'était une erreur et que s'il devait refaire le film, il choisirait le Joker comme principal antagoniste. Ensuite, l'Enchantress et son frère, visuellement... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les CGI sont juste dégueulasses. Une infâme bouillie numérique au rendu ultra artificiel et sans âme. On a l'impression que ça a été fait à la va-vite, comme si le design du Big Bad avait été modifié au dernier moment. Bref, visuellement, c'est tellement moche qu'on dirait même que c'est pas fini. Et concernant l'aspect visuel général du film, on peut pas dire que ce soit spécialement léché. Ça fait le taf, on aura parfois le droit à une ou deux trouvailles visuelles assez cool, mais le reste ne sort pas franchement du lot. Et c'est dommage parce que le cadre apocalyptique dans lequel prend place l'essentiel de l'action, à savoir une ville vidée de ses habitants, était plutôt cool et offrait un potentiel intéressant en termes d'ambiance. Mais bon, comme je le disais un peu plus tôt, pour l'ambiance, il faudra repasser. Suicide Squad n'impose aucune ambiance car il a le cul entre deux chaises. C'est un film qui ne s'assume pas. Ayer a tourné un film sombre, la Warner a voulu en faire un film fun, et on se retrouve au final avec un film en pleine crise identitaire qui tente tout ce qui est en son pouvoir pour ameuter le grand public. Sauf qu'en voulant plaire à tout le monde, il finit par ne plus avoir de personnalité propre. Il devient sans relief et se retrouve réduit à un simple produit de consommation jetable. Franchement, qui se rappelle de Suicide Squad? Et ça fait quand même vachement mal quand on se dit que ce film est censé prendre place dans le même univers que Man of Steel, tellement on en est à des années-lumière stylistiquement parlant. Le film n'a d'ailleurs pas vraiment de lien avec le reste de la saga, faisant clairement office d'histoire indépendante, même si on a droit à quelques références à Superman et à des caméos de Batman et Flash. Pour faciliter le tournage du caméo de Flash, le plan mettant en scène l'acteur Ezra Miller a été mis en scène par Zack Snyder lui-même, ce alors qu'il préparait le tournage de Justice League à Londres. Parce que sinon, bon, Ezra Miller aurait dû faire Londres-Los Angeles pour tourner un seul plan. Ça valait peut-être pas le coup.
Suicide Squad n'est donc rien de moins que le premier attelage artistique de l'univers étendu d'ici. On nous avait promis un film sombre et intense, au final on se retrouve avec un sous-gardien de la galaxie sans personnalité, monté n'importe comment et franchement ennuyeux. Rien de plus qu'une banale histoire d'âmes perdues qui finissent par se racheter grâce au pouvoir de l'amitié. C'est donc un sacré pas en arrière quand on pense à l'ambition et la portée symbolique de Man of Steel et Batman vs Superman. Et le principal fautif dans tout ça, ça reste encore et toujours le studio. Dès le début ça partait mal. 6 semaines pour écrire un scénario? Vous êtes sérieux? Depuis la sortie du film, Ayer est sorti du silence à plusieurs reprises, pointant du doigt un studio qui ne savait pas ce qu'il voulait et comparant volontiers sa vision originale au film Joker de Todd Phillips sorti en 2019. L'ingérence de la Warner est juste dingue dans cette affaire, et dire qu'on était même pas au bout de nos peines. Bon, et qu'est-ce qu'il en pense l'expert en comics du coup? Chris? La prochaine fois, je fais comme Amanda Waller. Explosif dans la nuque. Ça fera moins le malin. Attends, c'est moi que t'es en train d'appeler là? Bah... oui. Non mais laisse tomber, je t'ai filé un faux numéro, ça sert à rien. Bon, quel est ton avis sur Suicide Squad, mon cher Chris? Vous savez ce que c'est ça? C'est une truelle, et c'est avec ça que le film a été monté. Pour moi, Suicide Squad, c'est le moment où Warner a totalement saboté l'univers DC qu'ils avaient commencé à construire au cinéma en cherchant désespérément à concurrencer les succès de Disney et Marvel. Suicide Squad aurait pu être à la fois bien plus fun et bien plus trash, proposant une sorte d'alternative adulte aux gardiens de la galaxie du MCU. Mais sans doute à cause de l'ingérence de Warner et d'un objectif final beaucoup trop brouillon, eh ben le film s'est avéré complètement vain pour moi, si bien qu'aujourd'hui j'en garde assez peu de souvenirs en fait. Bon, je peux y aller maintenant? T'as encore une minute? Bon. Merci à Chris pour sa collaboration amicale. Quoi qu'il en soit, malgré le manque de qualité générale du film, il avait cartonné. Du coup, il n'en fallut pas plus pour conforter la Warner dans son raisonnement, le public veut des films fun. Il veut pas se prendre la tête, le public, c'est bien connu. Ce qui signifiait donc que les futurs films de l'univers étendu d'ici devraient se conformer à ce ton plus léger. Mais quid de Wonder Woman et Justice League alors en pleine production? Eh bien ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, et un merci tout particulier à Chris de la chaîne Comics Raise. Si vous connaissez pas déjà sa chaîne, je vous recommande chaudement d'aller y faire un tour et de vous y abonner, il fait de l'excellent travail. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!